Audio Jungle. Salut Randy. Bonjour Yokubet. Ça va? Ça va bien avec vous? Ça va très très bien. Alors merci infiniment de venir dans notre émission Face au miroir où tu vas nous parler de toi. On va apprendre un peu à te découvrir, à comprendre un peu ton parcours pour comprendre l'homme que tu es aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Ok, on va commencer par un petit exercice et je vais te demander de prendre le miroir qui est juste en face de toi. Ok. Et de te regarder dans ce miroir. Ok. Très attentivement, donc regarde-toi vraiment bien dans les yeux, ok? Et je vais juste te poser quelques questions et tu vas juste y répondre, ça va? Ok. Qui est Randy? Randy, c'est un garçon qui est surtout inspiré par la politique. Un garçon qui a des ambitions. Un garçon qui fait tout pour se construire chaque jour, qui se réinvente, qui renouvelle son esprit. Randy est un garçon aussi qui est passionné aussi par son propre entourage aussi. Randy est un homme qui se voit lui-même comme un produit aussi de son entourage aussi, de sa famille, de son amitié. Partout là il va, là il rencontre des gens. C'est ça Randy. Randy qui essaye de regarder partout la valeur des hommes, les ambitions, tout ce que je peux apprendre aussi pour réussir dans la vie, c'est ça Randy. Toujours à la recherche. Toujours à la recherche. Oui. La plus grande réussite de Randy? La plus grande réussite jusqu'à présent, c'est le Randy que je suis maintenant. Parce que le Randy que je suis maintenant n'est pas le même Randy il y a 5 ans. C'est ça la plus grande réussite. Donc la personne que je suis aujourd'hui, les acquis que j'ai jusqu'à présent, et les résultats du travail que j'ai fait, donc les fruits que je porte jusqu'à aujourd'hui, et je continue à reproduire aussi mes fruits. Qui était le Randy du passé? Le Randy du passé, c'était un homme fragile, un homme qui se retrouvait dans les déserts, un homme qui n'avait aucune ambition, un homme, lui, qui était quand même perdu, qui n'avait pas son identité ou n'avait pas encore découvert aussi son identité. C'est ça le Randy qui avait 5 ans. Ton plus grand regret ou quelque chose que tu regrettes ou ton plus grand échec? Je vois tout comme un procès, pas vraiment comme un échec ou bien comme un regret, mais juste pour aller 2 pas en avant, souvent il faut prendre un pas en arrière. Donc c'est ça la vie pour moi. Si tu devais te caractériser par un animal, ça serait lequel? Ce sera plutôt un phénix. Parce qu'un phénix se réinvente. Un phénix se réinvente. Un phénix, c'est un animal qui cherche toujours à s'innover à chaque instant. Et aussi encore un autre animal, donc un lion. Un lion, donc je ne suis pas le plus fort de la jungle ou bien le plus intelligent, mais quand même je maîtrise certaines choses. D'accord, merci beaucoup. Tu peux déposer le miroir. Tu peux te réinstaller. Okay. Qu'est-ce que ça te fait comme ça de te voir comme ça dans le miroir et de te parler un peu à toi-même comme ça? C'est une réflexion et c'est pas toujours facile de se regarder dans les miroirs, de se regarder aussi dans les yeux, parce qu'en ce moment-là, c'est un moment de confrontation aussi. Et pas tout le monde accepte aussi la confrontation parce que c'est difficile aussi à avoir aussi son propre imperfection. Mais j'ai appris aussi de savoir embrasser aussi ma propre imperfection aussi. Donc cet exercice a été pour toi? Oui, c'était quand même un exercice pour moi, un exercice de réflexion, ce qui est très important pour aller en avant. Donc c'est ça aussi, il faut utiliser souvent aussi un miroir aussi pour aller en avant aussi. Exactement. Alors, on va apprendre à plus te connaître. On a su un peu par ton tête-à-tête avec toi-même
qui tu es, mais très très brièvement, en surface. Et maintenant, on va découvrir un peu plus en profondeur pour comprendre le Randy d'aujourd'hui. Donc, on va aller puiser sur le Randy d'hier, d'accord? Ok. On va commencer par une petite photo que je vais te donner. C'est un petit garçon, Randy. Il avait quel âge à ce moment-là? 3 ans. 3 ans? Oui. Ok. Est-ce que tu peux nous dire un peu dans quel environnement Randy a grandi? On va aller dans l'enfance, donc on va aller peut-être jusque 5-6 ans. Ok? Vraiment ton enfance en général. Oui. Tu as grandi dans quel environnement? Des frères, des sœurs? Voilà, dis-nous tout. Ok. Non, j'ai grandi à Anvers. J'ai grandi à Anvers, dans une famille congolaise aussi, une famille chrétienne aussi. J'ai en ce moment 3 sœurs et un petit frère aussi, donc je suis l'aîné aussi de la famille. J'ai grandi aussi surtout dans une place où il y a beaucoup de Congolais aussi, parce que dans ce temps-là, surtout les fins années 90, il y avait là-bas une haute concentration des Congolais aussi qui venaient s'émigrer dans ce temps-là. Donc j'ai grandi simplement à Anvers et oui, dans une région aussi néerlandophone aussi. Donc je suis aussi un flamand aussi. Depuis toujours. Donc, oui, ok. depuis toujours. D'accord. Et tu parles du coup français. Oui. Et c'est par quoi? C'est par l'école? C'est à la maison? C'est à la maison. L'éducation que j'ai eue était francophone aussi. Et à l'école aussi, on avait aussi des matières aussi en français. Donc ce qui faisait que je devais améliorer aussi ma langue aussi. Ce qui fait que je suis aussi quand même bilingue. Et tu vivais avec tes 2 parents? Oui, toujours. Ok, avec tes 2 parents. Tu as parlé tu as dit une famille chrétienne. Est-ce que la foi a une importance pour toi? Et pour moi, oui. C'est quelque chose qui est très important pour moi, qui est crucial, parce que ça appartient aussi à mon identité en tant que chrétien aussi. Au début, j'ai parti surtout à l'église parce que je devrais partir avec mes parents. Donc, c'était une tradition. Mais à un certain moment, quand on grandit, il faut quand même être critique. Il faut aussi nourrir une pensée aussi critique. En ce moment, je me posais la question, pourquoi je crois en Dieu? Qui est Dieu? Pourquoi je pars aussi à l'église? Et c'est pendant ce moment-là que j'ai fait tout pour voir certains signes aussi de Dieu, présence de Dieu aussi dans ma vie. Par rapport aux certaines expériences aussi personnelles, j'ai découvert aussi qu'il y a un Dieu qui veut aussi sur moi aussi et qui veut aussi que j'établisse aussi ma relation avec lui. Donc ça a vraiment une place considérable dans ta vie oui. à la fois chrétienne. Et comment dire, t'étais un enfant plutôt turbulent, un enfant plutôt calme? Non, j'étais plutôt un enfant turbulent. Oui. Turbulent, on me disait que j'ai cassé les magnétos avec la fourchette. Donc voilà. Un enfant vraiment qui fait beaucoup de bêtises. Oui, voilà. Et pourquoi tu penses que quelque part c'est juste normal, ou peut-être c'est juste que tu manifestais quelque chose, tu t'exprimais d'une autre manière? Comment tu peux l'expliquer? Je sais pas, je pense que c'était simplement ma nature. Okay. Parce qu'à un certain moment, jusqu'à 12 ans, alors ma mère m'a amené alors au foot pour me calmer aussi, pour me détendre aussi. Et c'est là que j'ai commencé à maîtriser un peu aussi mon attitude. Toute ton énergie que tu avais? Oui, toute l'énergie. J'étais aussi trop énergique aussi, donc c'était ça aussi. Oui. Donc pour me garder aussi à la maison, c'était quand même un peu difficile. Oui. Donc c'est pourquoi ma mère m'a envoyé aussi au foot. Et ça t'a aidé? Oui, ça m'a beaucoup aidé. Mais en même temps aussi, je me retrouvais aussi dans un certain désert aussi, parce qu'à un certain moment, je voulais être footballeur. C'était le seul monde là où Randy se retrouvait. À l'école, ça ne marchait pas aussi si bien. Je n'avais pas aussi des bons résultats aussi. Mais surtout dans la communauté congolaise aussi, quand tu n'as pas des bons résultats, à la maison aussi, bon, les choses deviennent aussi un peu plutôt tendues. Et voilà, à un certain moment, quand j'ai joué au foot jusqu'à mes 19 ans, j'ai eu une maladie. Donc, premièrement, à un certain moment, du coup, j'avais de la fièvre pendant 2 mois. J'ai commencé à maigrir. Donc, en 1 semaine et demie, j'ai maigrissé 12 kilos. Et j'ai parti alors à l'hôpital. Et du coup, on m'a constaté avec un cancer rare. Je connais plus le nom. Et à 19 ans, quand tu entends quelque chose comme ça, surtout quand tu as des ambitions d'être footballeur, tu te laisses faire par l'imagination, sur les réseaux sociaux, tout. Ça fait quelque chose avec toi. Donc, ça m'avait vraiment brisé. Et à un certain moment, je me retrouvais dans le désert, comme j'ai dit, donc je ne savais plus qui j'étais. Donc, le football était le seul métier qui me définit, en fait. Et à un certain moment, on m'a constaté alors avec la tuberculose. Et j'ai porté cette maladie pendant 1 an et demi. Et ça, c'est vraiment plus tard. C'était pas dans ton enfance, c'est vraiment venu plus tard. Donc avant, tu étais juste en bonne santé. Oui. Et c'est vers 19 ans, c'est ça que tu dis, que tu as manifesté ce genre de maladie. Et comment, à ce jeune âge-là,
où tu apprends que tu es différent des autres parce que tu as quelque chose. Comment on fait pour vivre et continuer à se battre et à y croire? C'est pas toujours facile. D'abord, il faut reconnaître d'abord dans quel milieu que tu te retrouves, dans quelles circonstances aussi. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans certaines circonstances, mais qui n'arrivent pas à les décrire. Quand on arrive à décrire sa propre situation, c'est là que ça devient un point de départ pour commencer quelque chose. Donc, quand je grandissais, je me posais toujours 3 questions. Donc, d'où je viens, et si j'arrive à répondre sur ça, alors la question suivante est que dans quelle position que je me retrouve. Et puis la question suivante est, OK, où je pars maintenant? Donc, ces 3 questions, d'où tu viens, dans quelle position tu te retrouves en ce moment, et où tu pars en ce moment, donc ta future. Donc, à partir de ces 3 questions, c'est là que j'essayais de me retrouver moi-même, ou de me trouver moi-même. Et pendant ce temps qui était, je pense, très difficile, tu étais très entourée ou tu te sentais plutôt seule? Enfin, comment ça s'était passé, en tout cas, personnellement pour toi? J'étais entouré par beaucoup de gens. J'ai eu toujours aussi des amis aussi, mais je me sentais toujours seul. Je me sentais toujours seul et j'essayais de gagner une certaine confiance aussi en moi-même, à part le football avec les amis. Donc, j'essayais de m'identifier trop avec d'autres gens aussi. Donc, je ne me cherchais pas moi-même. Et à un certain moment aussi avec le football aussi, quand les choses allaient mal aussi, parce qu'au moment où j'ai eu les maladies, je devais partir normalement en France pour jouer là-bas. Donc j'ai compté vraiment à jouer vraiment sur un niveau vraiment professionnel. Mais les choses ne sont pas passées selon ma volonté. Et à un certain moment, je me disais, non, il y a quelque chose qui se passe avec moi en ce moment, je n'arrive pas à le décrire. Et à un certain moment, j'ai commencé aussi à lire la Bible, à prier aussi, petit par petit. Et ça m'aidait aussi, j'avais aussi un peu le courage. Et j'ai commencé à me focaliser sur les études, parce que j'avais rien d'autre. Le football, c'était fini. Et que c'est là, petit à petit, surtout quand je suis parti à l'université, et c'est là que ma transition a commencé. D'accord. On va continuer dans ton évolution, merci. C'est vrai que tu nous as déjà un peu parlé de ta période d'adolescence. Bon, vraiment, te laisser encore d'aller en profondeur. Là, c'est rendu à quel âge à cette période-là? En ce moment, 19 ans. Ah, 19 ans. Donc, c'est la période où tu as appris que tu étais atteint du cancer de la tuberculose. Oui, premièrement cancer et puis tuberculose. Donc, c'est ça. Ok, et c'est vers ces périodes-là, c'est au même moment. Oui. Et quand tu as eu ces 2 choses quand même assez fortes dans ta vie, je pense qu'en tant que jeune, la première chose qu'on se dit peut-être, c'est... on sait que le monde un peu nous tombe dessus, tu vois. On comprend pas pourquoi nous, peut-être pas pourquoi les autres, parce qu'on souhaite ça à personne, mais pourquoi nous, tu vois. Est-ce que t'avais ressenti ça aussi, de te demander, mais pourquoi moi je suis jeune, j'ai rien fait, je pense. Pourquoi 2 maladies assez fortes comme ça qui ont un impact considérable sur ma santé. Est-ce que tu te posais ce genre de questions où tu étais dans l'incompréhension totale? Ça t'arrivait? Oui, au début, oui, mais je ne trouvais pas de réponse. Mais à un certain moment, pendant mon évolution, j'ai compris que souvent, pour se retrouver, il faut qu'on se retrouve ou soit dans une prison ou soit dans un désert. C'est là qu'un homme commence à se connaître plus mieux, ses valeurs, ses compétences, la force qu'il a aussi. Et en ce moment, je me retrouvais aussi dans une prison aussi simplement. J'étais surtout captif parce que j'avais aussi cette incertitude. Donc, je ne savais pas aussi me définir moi-même aussi, ni aussi mes ambitions aussi. Donc, à un certain moment, quand j'ai eu mon transition, surtout quand je suis parti à l'université et que j'ai trouvé aussi ma passion aussi, j'ai compris à la fin que je devrais en fait passer par ce désert, par ce prison en fait. Donc, je devais être d'abord brisé pour se réinventer. C'est important. Tu penses que tout être humain, tout homme et toute femme doit passer par le désert pour évoluer, pour marquer la transition ou 2 phases de nos vies, de l'enfance à l'adulte. Est-ce que tu penses qu'il faut passer par ce temps où rien ne va pour évoluer? Il ne faut pas, mais c'est une étape quand même. Je pense que la plupart des gens se retrouvent dans cette situation en ce moment. Ou bien doivent rentrer dans cette situation, ou soit dans un désert ou dans un prison, parce que les gens ont besoin aussi d'être confrontés aussi par la réalité aussi, pour surtout reconnaître aussi, OK, dans quelle situation je me retrouve en ce moment. Et cela est très important aussi, parce que, étant qu'humain aussi, imagine par exemple que vous avez eu des bons bulletins. Vous avez toujours des bons bulletins à l'école. Tout s'est passé selon votre propre volonté, donc à l'école, dans votre entourage. Tout est parfait dans votre vie. Et qu'à la fin de votre vie, je vous demande, OK, par exemple, vous, Yokebet, qui êtes-vous?
je pense que c'est difficile de définir cela. Parce que là, tu ne connais pas ta propre force jusqu'à ce que tu deviens faible. Parce que c'est là qu'on trouve sa force, dans la faiblesse aussi. Donc, étant que tu n'arrives pas à te définir toi-même aussi dans ta propre faiblesse, tu ne retrouveras pas ta propre force que tu as. C'est dans la faiblesse qu'on apprend à se connaître? Oui. Parce que c'est là on retrouve aussi sa force aussi. C'est pourquoi vous voyez, par exemple, dans les sports, surtout dans les box, par exemple, les gens comme Mohamed Ali, c'était des gens qui se retrouvaient aussi dans les déserts, dans leur propre faiblesse aussi. Mais c'est dans cette faiblesse qu'ils ont eu la force. C'est pourquoi ils sont aussi une source d'inspiration pour beaucoup de gens. Aujourd'hui, c'est vrai. Oui. Et toi, c'est à cette période-là où tu étais faible, fragile, vulnérable, que tu as puisé ta propre force, qui t'a poussé et qui t'a permis de construire l'homme que tu es aujourd'hui. Oui. Après cette phase où tu étais dans un temps difficile, qu'est-ce qui s'est passé? Comment déjà la maladie t'a quitté un tout petit peu? Comment as-tu repris quelque part une vie dite normale? D'abord, premièrement, je me focalisais sur ma santé, vu que j'avais perdu aussi 12 kilos dans une semaine et demie. Et deuxièmement, je me disais non, je vais maintenant me baser sur les choses que j'ai. En ce moment, j'étais simplement étudiant. À part ça, je n'avais plus de passe-temps parce que je ne jouais plus au foot. Et je ne pouvais plus aussi jouer au foot. Je devais aussi me reposer parce que j'avais un manquement aussi de fer aussi. Okay. Et alors, à un certain moment, j'ai eu mon diplôme. En ce moment, en 6e secondaire aussi, parce que j'avais 19 ans. Et j'ai repris 2 fois aussi la classe, en 3e secondaire et 5e secondaire. Donc pour moi, avant l'école, ça servait à rien. Je savais même pas définir c'est quoi l'école ou l'éducation. Mais à un certain moment, à la fin de 6e secondaire, je sais pas, j'avais toujours des bons bulletins quand il s'agissait de l'histoire. Je sais pas pourquoi. Et à un certain moment, j'ai commencé à regarder des vidéos des Malcolm X, des Kennedy, et j'ai retrouvé une certaine inspiration. Et je savais pas encore les décrire comme inspiration, mais je voulais toujours regarder ce genre de vidéos, des documentaires. Et puis, je me suis dit non, peut-être je vais plutôt m'informer aussi dans la politique. Vu que mon père aussi a toujours été aussi dans la politique, je me disais bon, je vais un peu regarder, je vais un peu m'enseigner à propos de la politique. Et à un certain moment, quand j'ai eu mon diplôme, je suis parti alors à l'université pour étudier alors les droits. Et c'est là, surtout à l'université, c'est là que la transition de Randy a commencé en fait. Parce que quand on se retrouve dans l'université, le mot, l'univers, donc la connaissance est infinie. Maintenant, c'est à toi de chercher. Personne ne va te pousser. Et j'étais là-bas avec des gens, avec des différentes identités, des gens qui se reconnaissent eux-mêmes, qui sont fiers sur eux-mêmes, des gens aussi qui, si je peux dire, s'en foutent aussi du monde. Et je me disais, waouh, ok, moi aussi je vais suivre aussi mon propre chemin, je vais créer aussi mon propre chemin. Et à un certain moment, je suis aussi rentré en contact avec la politique aussi. Un jour, il y avait aussi un événement avec la communauté congolaise et avec les bourgmestres d'Anvers. Il y avait alors Bart Wever qui venait. Et moi, j'étais là, étant que seul jeune, et j'ai posé des questions. Et quelques jours plus tard, on m'a alors contacté et ils voulaient que je puisse adhérer aussi dans sa partie politique. Et puis à un certain moment, j'ai parlé avec eux à table et j'ai dit, donnez-moi quelques temps pour réfléchir. Et j'ai réfléchi et à la fin, je suis parti, j'ai adhéré dans le parti politique. Et puis à un certain moment, je me commençais à me retrouver, à me définir aussi par la politique. J'ai commencé à avoir plus d'ambitions, plus de courage aussi. Donc je me retrouvais aussi moi-même. Et j'ai commencé aussi à me regarder aussi dans le miroir. Et c'est comme ça, à un certain moment, que je me disais, peut-être je ne sais pas destiné pour rester jouer dans le monde de football aussi. Et peut-être c'est ça qui est mon destin. Et jusqu'à présent, oui. En fait, tu as trouvé ta voie. Oui, j'ai retrouvé ma voie. Et c'est quand tu as trouvé ta voie que la définition de ta propre personne a commencé à être de plus en plus claire. Oui. C'est surtout quand je suis parti à l'université, parce que l'université, c'est pas un lieu simplement là où on vient étudier, faire des examens. Non, c'est un processus social. Un processus social là où on améliore ses compétences cognitives, ses compétences sociales, communicatives. Donc c'est là qu'on découvre aussi ses propres talents aussi. Donc on peut dire aussi, si tu regardes très bien, l'université c'est pas simplement un désert là où tu te recherches toi-même, mais c'est aussi en fait une fabrication de toi-même aussi, si tu te regardes très bien. Donc c'est ça qui m'a aidé. C'est super intéressant ce que tu dis parce que généralement, c'est vrai que les discours actuels, après j'extrapole, j'exagère un tout petit peu, mais souvent on dit oui, l'école c'est important, donc l'école secondaire, universitaire, etc. C'est important, mais que
l'école, c'est pas ça qui nous donne tout, c'est pas c'est vrai que c'est juste un diplôme, c'est juste un papier, faut entreprendre. C'est vrai qu'on dit énormément de choses comme ça, mais ce que j'aime beaucoup par ton histoire, c'est que tu dis que toi, ça t'a permis de te retrouver et que l'école, qu'on banalise des fois à un certain âge et même plus tard, a eu un sens dans ta vie personnelle en tant que jeune, en tant qu'étudiant. Ça a permis de te découvrir, d'apprendre encore les compétences et les talents que tu as et les choses aussi que tu n'avais pas, que tu devais travailler. Ça a été une vraie découverte pour toi. Mais je pense que cette réflexion-là vient de la tête, que tu avais certainement un état d'esprit qui faisait en sorte que l'école, tu ne le voyais pas comme une infrastructure où tu venais pour des points ou juste pour un diplôme, mais tu venais pour rencontrer Randy, encore une fois. Mais comment, à un jeune âge, comment tu as fait pour avoir cette mentalité-là de te dire oui, il y a les points, oui, il y a tous ces trucs-là, mais en fait, je viens me rencontrer peut-être différemment. Je viens apprendre, pas simplement ce domaine-là, ce milieu-là de la politique, mais je viens me voir, moi, Randy, dans ce milieu-là et apprendre à me connaître encore davantage. Oui. Au début, je n'étais pas conscient de cette transition. Sur le moment, tu l'as pas. Non, sur le moment, pas. Mais c'est plutôt en route que j'étais conscient. Parce qu'à l'université aussi, il y avait aussi certains événements. Et il y avait aussi une organisation sociale aussi pour les étudiants qui font une transition d'école secondaire à l'université aussi. Et c'était surtout aussi pour les jeunes Africains aussi. Et en ce moment-là, je me retrouvais alors dans un groupe aussi intellectuel. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai un peu retrouvé aussi mes compétences aussi. Et c'est comme ça aussi que j'ai aussi quand même amélioré aussi mes compétences d'organisation, communicative, sociale aussi. Et à un certain moment, ce que j'ai remarqué, c'est que ce que je faisais, donc le groupe, l'université, donc ces institutions-là, ça me forme aussi. C'est comme ta propre famille, c'est une institution qui te forme aussi, qui t'aide aussi à faire des choix aussi. Donc c'est là que j'ai compris, mais en fait, je suis trop préoccupé par la politique, des engagements dans la communauté congolaise. Donc, je prends ici des charges, des responsabilités. Et puis là, je me suis regardé dans le miroir, je me suis dit, mais je suis quelqu'un de responsable. Mais pendant tout ce temps-là, je ne voyais pas cela. Donc, c'est plus tard que j'ai eu cette constatation. Et pour toi, aujourd'hui, l'école, c'est une question un peu bateau et peut-être bizarre, mais pour toi, l'école est importante? Oui. Oui, l'école est quelque chose qui est très important, qui est crucial aussi. Pourquoi? Parce que ça aide aussi simplement aux gens aussi de retrouver aussi leur propre confiance aussi. L'école n'est pas simplement une institution, là on vient d'étudier aussi, mais l'école peut aider aussi psychologiquement aussi, mais aussi des gens à l'université, à l'école qui sont là pour t'aider aussi. Si nous regardons des grands intellectuels, des présidents, les gens qui ont marqué l'histoire, ils ont retrouvé leur amour, leur passion pour leur métier à l'université. Donc, c'est là que l'histoire commence aussi, la plupart grand hommes ou grandes femmes aussi. C'est surtout à l'université aussi. Donc, c'est ça. En fait, vraiment, chacun a un peu encore je dis sa manière de voir les choses, c'est que, tu vois, toi, c'est par l'école que tu as encore appris à te découvrir. D'autres te diront, mais moi, c'est peut-être à l'extérieur. Oui. C'est pour ça qu'il faut juste, en fait, trouver sa voie. Oui. Et là, encore une fois, aujourd'hui, tu nous parles de ta vérité, de comment toi, l'école a été bénéfique dans ta construction. Oui. Tu disais que, du coup, tu t'es lancé dans la politique et tu as adhéré à un parti. Et tu me dis juste au début que ton papa travaille dans cette sphère-là. Est-ce que voir papa t'a influencé? Papa t'a peut-être obligé. Enfin, est-ce que tu penses que le fait de voir papa dans ce domaine-là t'a poussé aussi à y entrer? Et avant que je puisse aller sur ça, je voudrais aller sur ce que tu viens de dire concernant l'école. Ah oui. L'école, par exemple, l'école pour toi peut être aussi le sport. Donc, partout là où on acquit aussi ses propres disciplines, c'est ça aussi l'école. Ton environnement peut être aussi une école aussi. Donc, toi-même aussi, tu peux être aussi ton propre école aussi. Donc, tu fais que t'éduquer toi-même. Donc, à un certain moment, moi aussi, avec toute la connaissance que j'ai eu de l'université, de la famille, de mon entourage, j'ai créé ma propre école. Donc, j'ai fait que me nourrir. Donc, pour moi, c'est ça ma définition en général concernant l'école. Et maintenant, sur ta question, c'est ça aussi qui m'a aussi un peu inspiré. Donc, surtout aussi, c'est que mon père fait. Et, mais mon père n'est pas... Ici en Belgique, pardon de te couper. Oui, en Belgique et au Congo. Okay, parce qu'en ce moment, il se retrouve dans la diplomatie et dans les mines, donc il voyage aussi. Mm-hmm. Et en parlant avec lui, c'est ça aussi qui m'a aussi inspiré.
Et c'est là aussi que j'ai découvert aussi que la politique aussi, c'est la famille, parce que ça n'a pas seulement commencé chez mon père aussi, mais c'est ses oncles aussi, c'est nos parents aussi. Donc, c'est ça. Donc, je me suis dit, OK, je vais réincarner cette continuation aussi dans la famille aussi. Et c'est comme ça que ça m'a aidé aussi petit à petit à rentrer dans le monde politique. Et jusqu'à présent, il me donne aussi des conseils, mais il me laisse surtout faire. Il me laisse surtout faire, il regarde, il me laisse faire aussi des erreurs. Donc c'est ça. Parce qu'au début, je me posais trop la question, mais pourquoi tu ne me dis pas beaucoup, tu ne me dis pas ça, ça, ça. Mais j'ai compris à un certain moment qu'il me laisse un peu faire et grandir aussi moi-même aussi dans ce monde politique pour découvrir certaines choses. Du coup, vous avez vraiment quelque chose qui vous lie, en fait, la passion, je dirais, pour la politique. Du coup, vous partagez énormément, j'imagine, autour de ça. Et ça te fait du bien d'avoir, du coup, ton papa qui soit aussi dans ce domaine-là. Est-ce que ça te permet aussi d'évoluer, d'aimer encore davantage le fait de partager cette passion, mais pas simplement avec un ami ou des camarades de classe qui font la même chose que toi, mais vraiment avec ton parent? Est-ce que tu trouves que ce lien qui est un peu plus fort te permet aussi, dans ce milieu-là, de t'épanouir encore? Oui, surtout ça aussi. Et mon père aussi a commencé la politique vers 40 ans. Moi, j'ai commencé à 22 ans. Donc, c'est ça. C'est 2 générations. Oui, mais c'est ça qui me motive encore une fois de plus. J'ai commencé plus tôt que lui, donc je dois encore le faire plus mieux aussi. Et peut-être l'un de mes enfants fera encore plus mieux que moi. Donc, c'est ça la vision un peu que j'ai. Mais ça m'a vraiment beaucoup aidé, donné aussi la motivation de continuer aussi. Donc, ça motive vraiment si tu retrouves que, il y a déjà quelqu'un qui fait déjà ce genre de métier. OK, moi, je vais continuer alors. Donc, c'est ça. Et comment tu définis, toi, la politique? Avec vraiment ton expérience, comment tu définis la politique? Bon, la politique générale, il s'agit simplement des intérêts aussi. Des intérêts de la société aussi, comprendre aussi les gens, comprendre aussi la situation. La politique, il s'agit aussi de prendre aussi sa propre responsabilité. Par exemple, dans la famille ou dans l'amitié, s'il y a, par exemple, certains problèmes ou quoi, on prend aussi sa propre responsabilité aussi. On essaie de négocier aussi, parce que tout le monde a son propre intérêt aussi. Donc, c'est ça aussi la politique aussi. Donc, pas seulement dans les institutions, les parlements, non. C'est quelque chose qui se retrouve partout. C'est un phénomène social aussi, la politique. Même dans la musique, il y a la politique, dans le football, il y a la politique. Donc, c'est quelque chose qui se retrouve partout. Ok, mais toi, c'est vraiment la politique, on va dire, un peu traditionnelle, vraiment de société ou plus? Je le regarde de ces deux perspectives-là. La société, mais en même temps aussi, c'est un phénomène aussi social qui se retrouve aussi partout, simplement. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, tu es encore dedans. Et je pense que c'est un domaine où, quand tu n'as même pas encore fini les études, tu es déjà très actif. Parce qu'un politicien, c'est quelqu'un de très engagé, j'imagine. C'est quelqu'un qui est très engagé, qui a des fortes convictions et qui se bat pour un certain changement. Toi, ces convictions, je vais commencer par cette question. Toi, ces convictions que tu as, c'est des choses que tu as, parce que tu as vu avec ton regard qu'il y a des choses qui n'allaient pas et c'est ça qui te motive. Est-ce que c'est des choses que tu as vues dans ton enfance? Je ne sais pas, peut-être tu es plus pour les jeunes et toutes ces choses-là et tu veux te battre pour ça. Enfin, tes convictions les plus profondes viennent d'où? Ma conviction politique a commencé surtout dans la communauté congolaise. Parce que je suis quelqu'un de très curieux, studieux aussi. Donc, j'allais aussi dans certains événements aussi. J'étais toujours curieux aussi. Et à un certain moment, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de jeunes Congolais. Aussi, surtout dans les institutions, je ne retrouvais pas cette réflexion de moi-même aussi. Donc, en Belgique? Oui, en Belgique surtout. D'accord. En Belgique. Et j'ai remarqué que la communauté congolaise n'est pas vraiment, n'est pas remarquable dans certaines institutions ni à la télé. Et je me demandais, mais comment ça se fait en fait? Donc, à un certain moment, en regardant aussi les documentaires des Lumumba des années 60, j'étais totalement aussi inspiré. Et à un certain moment, je me disais, non, je dois faire alors quelque chose. Si c'est personne qui les fera, ok. Moi, je les ferai aussi, il n'y a pas de problème. Je prends ma propre responsabilité pour prendre aussi les leaderships, pour être prêt aussi de recevoir aussi les critiques. Donc, c'est ça aussi. Et c'est là que j'ai aussi ma conviction, surtout aussi pour les pays aussi Congo, vu que mon père aussi fait la politique aussi là-bas. Je me disais, non, un grand pays comme ça, quand même, il faut des gens aussi ici qui sont responsables de prendre des choses en charge. Et je me suis dit, alors, je vais me plonger pour la communauté congolaise. Et c'est comme ça que cela a commencé petit par petit. Aussi avec tout ce qui se passe aussi dans la société, le racisme, la pauvreté, surtout la communauté congolaise, je me disais non, il faut qu'on puisse faire quelque chose, aussi une grande communauté comme nous. Et c'est là que j'ai retrouvé en fait ma conviction en fait. Donc de faire quelque chose pour le Congo et la Belgique, de créer en fait un pont aussi.
pas simplement moi-même, mais aussi avec toute une équipe qui est la communauté congolaise aussi. Donc, si par exemple, je regarde pas seulement dans le sens politique, mais si par exemple, quelqu'un fait de l'art ou quelqu'un est dans la musique, ben, j'essaie de trouver quelque chose avec ces personnes et d'organiser quelque chose pour la communauté congolaise. Donc, j'ai surtout une pensée de diversité. Pour toi, il est important de voir la communauté ou des personnes congolaises au devant de la scène, donc dans des métiers, on va dire, remarquables, dans des circonstances remarquables. Mais, pour toi, c'est important? Oui, c'est très important parce que quand, par exemple, on regarde la télévision, on voit des gens dans la société, dans les institutions, enfin, c'est question de la socialisation, donc on reconnaît la personne aussi dans la société. Pour moi, si on ne voit pas des Congolais, par exemple, dans la société, enfin, dans les institutions, ni à la télé, pour moi, c'est comme si le Congolais, la Congolaise n'existe pas dans la société. Donc, je me disais, non, nous devons faire quelque chose et c'est ça. C'est la raison pour laquelle je me suis engagé. Et pourquoi c'est important pour toi que le Congolais ou la Congolaise soit reconnu quelque part ici en Belgique? Parce qu'en lisant à propos du Congo, l'histoire du Congo, la culture du Congo, la philosophie du Congo, j'ai retrouvé cet amour. Je me suis retrouvé aussi moi-même. Je me suis dit, ben, en fait, c'est moi aussi qui est le Congo. Donc, quand je dis toujours à mes amis que le Congo n'est pas simplement une région qu'on tourne aussi, mais le Congo, c'est une idée aussi qu'on réincarne aussi. Donc, moi, je suis le Congo aussi. Comme vous, par exemple, vous êtes aussi le Congo, donc vous représentez cela. Donc, c'est une fierté de voir d'autres Congolais qui sont préoccupés par certaines choses, des organisations, des événements, qui font tout pour leur propre communauté. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai retrouvé aussi ma propre amour, ma passion aussi, dans le Congo aussi, pour faire quelque chose pour ces pays aussi. Donc, c'est ça. Donc, si je comprends bien, dans un futur éloigné ou proche, ton but quand même, c'est vraiment de travailler alors au Congo, c'est ça, c'est vraiment d'apprendre certainement ici, d'élargir ton réseau, enfin faire tout ce que tu dois faire ici tout simplement, pour après travailler au pays. Tu es né ici? Oui, je suis né ici. Tu es né ici, mais tu as le cœur au Congo. Comment ça se fait? En parlant avec les gens, surtout aussi dans la communauté congolaise aussi simplement, le Congo ne s'agit pas seulement de sol, de la terre, mais aussi simplement aussi l'esprit aussi de ton entourage aussi. C'est ça pour moi aussi le Congo. C'est comme ça que je suis tombé amoureux aussi avec le Congo. Même si je ne suis pas né au Congo, pour moi c'est quelque chose qui se retrouve dans mon cœur. Donc c'est là que le Congo surtout se retrouve dans mon cœur. Donc c'est pas parce que tu es né au Congo que tu as seulement cet amour pour servir le pays. Il y a, comme chaque citoyen, il y a d'autres qui sont préoccupés par leur pays, d'autres qui s'en foutent aussi. Pour moi, ça a grandi dans mon cœur. Donc, c'est quelque chose qui reste en moi, c'est mon ADN. Et la relation qu'un Congolais a avec le Congo ou la communauté congolaise, c'est comme un enfant, en fait, qui vient de naître, qui a le nombril avec sa maman, mais qu'on coupe, il a toujours une association spirituelle, donc avec la maman mentale. Donc, c'est ça la relation que j'ai avec le Congo et la communauté congolaise. Donc, c'est ça pour moi le Congo. J'ai jamais été là-bas physiquement, mais en esprit, je suis là. C'est ça. Très bonne image. La politique en Belgique et la politique au Congo est pas du tout pareil. Bah déjà en Afrique, en Occident, c'est juste pas pareil. Alors si on précise du Congo en Belgique, même si c'est un pays lié par son histoire, la politique est vraiment différente. Comment toi, en tant que jeune dans la politique ici, tu penses te retrouver dans une politique qui peut-être au premier abord que tu ne connais pas, ou qui est du moins très différent que ce que tu as connu ici en Belgique? Premièrement, par aller visiter les pays d'abord. Donc, aller visiter, voir aussi la réalité, décrire aussi la réalité. Et c'est très important d'être conscient aussi que la relation entre le Congo et la Belgique, en fait, c'est un mariage. Et de ce mariage sort un enfant, c'est moi, Randy. Donc, la plupart des Congolais qui sont nés ici. Donc, je vois, c'est ça l'image que j'ai concernant la relation entre le Congo et la Belgique. Et c'est juste, oui, aller au Congo, parler aussi avec des gens, pas seulement au Congo, mais aussi ici simplement. Donc, juste se nourrir avec la connaissance concernant la réalité congolaise. Donc, c'est comme ça, petit à petit. Oui, évidemment, la politique belge, la politique congolaise sont des choses différentes, mais si on regarde aussi très bien,
le Congo a hérité aussi la politique belge aussi un peu, surtout avec le désordre qui se passe aussi au Congo. C'est aussi, surtout ici en Belgique, un pays aussi assez complexe aussi. Donc, c'est ça aussi. On peut aussi dire que la Belgique a un peu aussi éduqué aussi le Congo. Donc, c'est là aussi que j'arrive aussi à comprendre certaines réalités aussi. Et en tant que jeune, c'est vrai qu'on va te figer à maintenant. Je pense que ta politique au Congo, c'est peut-être dans quelques années. Oui. On va te prendre toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux ramener dans un pays qui est le tien, mais dans lequel tu es quand même un étranger? Oui. Qu'est-ce que, par ta politique et parce que... Enfin, quels sont vraiment tes objectifs pour un pays de cœur, mais qui reste étranger quelque part aussi? Moi, je dis toujours aux gens qu'il faut jamais se laisser influencer par les gens qui te voient aussi comme un étranger aussi. Parce qu'il y a certaines qui ont vécu, par exemple, le racisme. Il y a certaines qui cherchent de travail aussi. On les ferme aussi la porte sur base de leur couleur aussi, de leur ethnie, de leur religion. Mais je dis toujours de ne pas se laisser faire par ce genre de situations, qu'il faut aller au-devant. Et que, oui, dans chaque réalité, il y a aussi une côté aussi qui n'est pas aussi beau aussi à voir, mais il faut continuer. Moi, mon but, personnellement, c'est simplement d'amener aussi la communauté congolaise pleinement aussi dans cette société aussi. Donc, surtout aussi notre génération aussi. D'aller en avance aussi. Donc, que ce soit chaque métier, en tant que professeur, que ce soit en tant qu'étudiant, dans tout ce que tu fais, que tu puisses continuer. Même si on ferme la porte, ben, tu fais tout pour retrouver cette porte, pour ouvrir aussi. Mais il faut aussi une équipe derrière toi qui t'aide aussi. Donc, c'est la communauté congolaise, donc c'est ça. Nos parents aussi ont subi aussi beaucoup avec de la racisme, cherchaient aussi du travail aussi. Et maintenant, en ce moment, ils sont en fait aussi fatigués de tout ce qui se passe aussi. En ce moment, ils sont surtout préoccupés financièrement. Maintenant, c'est à nous, en fait, donc la prochaine génération, de monter sur cette échelle socio-économiquement aussi pour faire quelque chose aussi dans ces pays aussi. Parce que la Belgique aussi, c'est aussi mon pays. Donc, comment ça se fait qu'on me traite toujours comme un étranger? C'est quelque chose qui est abnormal et qui restera aussi abnormal. Donc, c'est ça qui me motive aussi à continuer à avancer aussi. Et tu crois en cette nouvelle génération? Tu crois que cette nouvelle génération est capable de changer les choses, de faire peut-être différemment que nos aînés, que nos parents? Oui. Si nous regardons le contexte, c'était pas toujours facile pour nos parents. Si nous regardons notre génération et la génération de nos parents, la plupart sont venus en 1992 aussi, à cause de la guerre aussi, au Congo aussi. Et nous, en fait, par rapport à nos parents, nous avons grandi un peu comme des bébés ici en Belgique. Donc, nous devons aussi les reconnaître aussi un peu. Ok, c'est pas toujours facile aussi pour nous aussi, vu que nous sommes aussi des Noirs, simplement des Africains aussi. Mais nous devons continuer à bosser aussi. Nous parlons aussi la langue aussi, les néerlandais, les français aussi. Donc, nous partons aussi à l'école flamande, wallon, belge. Donc, c'est ça une raison de plus, en fait, de continuer, d'aussi reconnaître que la Belgique est aussi ton propre pays et que tu as le droit de faire ce que tu pourras faire pour ta propre communauté pour avancer. Donc, tu parles d'une double culture que tu as. Tu dis, je suis Belgique aussi, je suis belge quelque part et je suis aussi congolais. C'est comme ça que tu le revendiques? Oui. Ou tu dis non, je suis belge, je suis que belge ou je suis que congolais, ou tu mets vraiment tu prends ces deux cultures, ces deux pays, et pour toi, c'est ça qui fait Andy? Oui, ces deux pays, ces deux cultures sont compatibles pour moi parce que premièrement, on a deux éducations en fait en ce moment. Donc, dans notre propre famille et aussi dans la société. Donc, par exemple, avec l'actualité que nous voyons, tout ça, etc. Dans ma propre famille, j'ai été éduqué dans la culture congolaise. Et quand je sors de la maison, quand je pars à l'université ou bien au travail, c'est la culture belge aussi. Donc, par exemple, la culture flamande aussi. Et tu es fier d'avoir ces deux cultures? Oui, parce que ça me définit qui je suis aussi. Donc, c'est ça aussi. Donc, ces deux cultures définissent vraiment qui tu es. Oui. Donc, je vais un peu exagérer encore une fois. Donc, si, par exemple, tu n'avais pas cette culture peut-être belge ou même congolaise, ça serait peut-être pas Randy au final. Ça serait Randy qui est moins critique envers soi-même peut-être aussi. Parce que le fait que j'ai aussi la culture congolaise fait que je suis aussi critique envers la culture aussi belge aussi que j'ai aussi. Le fait aussi que j'ai la culture aussi belge fait aussi que je suis critique envers la culture que j'ai aussi, la culture congolaise aussi à la maison aussi. C'est ça qui fait aussi que souvent, je suis aussi en conversation aussi avec mes parents aussi. Et quand on porte aussi plusieurs cultures en soi aussi, on a aussi plusieurs perspectives aussi. Parce qu'étant que Congolais, on pense toujours que le Congo est le centre du monde. Étant que Belge, on pense toujours que la Belgique est le centre du monde. Donc, quand on se retrouve dans une propre culture,
on n'a qu'une seule perspective aussi. Mais quand on a plusieurs cultures, on a plusieurs perspectives. Donc c'est ça qui fait que je suis plutôt plus compréhensible. Je cherche à connaître certaines choses aussi. Et j'ai dit toujours aussi aux gens que la culture, c'est la deuxième nature de l'homme aussi. Donc c'est grâce à la culture aussi que tu arrives aussi à te définir qui tu es. Donc c'est une partie de ton identité aussi. Donc c'est quelque chose qui est important de reconnaître aussi. Tu te parlais d'une équipe, que c'est en étant ensemble quelque part qu'on pourra ensemble arriver à atteindre certains objectifs. Quelle importance réellement a une équipe dans ton domaine, dans le milieu politique? Est-ce que si tu as une conviction, il y a des choses que tu veux réellement changer sur un territoire, tu peux y arriver seul, ou il faut vraiment se mobiliser, des personnes peut-être d'une même communauté ou même des personnes d'autres communautés qui vont adhérer à nos convictions pour aller plus loin? Et c'est vraiment très important. Pourquoi? Parce que dans une équipe, d'abord, on reconnaît aussi certains talents. C'est comme par exemple au foot, il y a l'attaquant, il y a aussi les défenseurs aussi. Et c'est très important aussi de venir ensemble, de se mobiliser. Pourquoi? Pour décrire aussi quelle est la réalité aussi de la communauté. Quelles sont aussi vos exigences aussi pour aller en avant. Car nous avons tous les mêmes droits. Donc nous tous, c'est encore une raison de plus de se mobiliser en fait, de revendiquer aussi certaines choses aussi. Et surtout, étant qu'équipe, c'est très important aussi d'avoir cette mémoire aussi, cet esprit aussi collectif. C'est ça qui est très important aussi. Parce que quand vous-même aussi, vous me représentez, moi aussi, je vous représente aussi. Et ensemble, nous sommes encore plus forts. Donc c'est ça qui est très important aussi, étant qu'équipe. Quand je dis équipe, je vais dire simplement la communauté congolaise, pas nécessairement seulement dans la politique, mais comme j'ai dit, la politique, c'est partout. C'est un phénomène social. Donc, par exemple, un musicien, par exemple, qui veut faire simple, je donne simplement un exemple, un musicien qui veut faire un concert, par exemple, et il ne trouve pas de place, par exemple, il ne trouve pas aussi des gens pour l'aider. Ben moi aussi, je pourrais l'aider avec certaines places que je connais, par exemple. Ou bien quelqu'un qui est spécialisé dans l'art, par exemple, il veut faire quelque chose dans la musée. Ben, c'est une façon de l'aider de plus en plus. Et de plus en plus, j'aide aussi mes concitoyens aussi. De plus en plus aussi, la communauté congolaise sera encore plus remarquable aussi et sera encore plus vue aussi que ce soit dans les institutions, partout, à la télé aussi. Donc, c'est ça qui est très important. Donc, surtout cet esprit collectif, c'est ça qui est très important. Parce qu'à la fin de nos vies, moi, je vais partir et je voudrais qu'ils puissent avoir quand même cet prochain leadership aussi. Donc, laisser aussi cet héritage aussi, ce qui est très important dans une communauté. Donc, penser aussi à l'héritage. OK, mes enfants de demain, est-ce que j'ai préservé quelque chose pour eux? Et c'est la même pensée aussi que nos enfants aussi doivent avoir aussi. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, tu penses que la diaspora congolaise, donc la diaspora un peu éparpillée partout, mais surtout ici principalement en Belgique, doit marcher main dans la main pour atteindre des objectifs ici, par exemple en Belgique, mais également pour leur pays d'origine? Oui, petit par petit. Si nous regardons par exemple d'autres diasporas, par exemple la diaspora marocaine ou turque, par exemple, leur contexte est différemment, oui, mais ils ont des connexions, par exemple, avec l'université, grâce à leur pays aussi, qui ont des connexions avec l'université ici en Belgique. Je pense avec le Congo, si nous créons aussi un pont aussi entre la Belgique et le Congo, ça sera bien et facile aussi pour nous aussi simplement. Donc, pour attirer encore plus de personnes pour partir au Congo, pour faire quelque chose, ou bien pour attirer aussi certains Congolais pour venir ici quelque chose, pour venir aussi ici, pour être aussi un surplus aussi pour la communauté aussi. Donc, c'est comme ça aussi qu'on travaille. Partout au monde, nous sommes aussi connectés. Nous avons aussi nos exigences, nous avons aussi nos besoins aussi que nous devons aussi protéger, nos intérêts aussi. Et c'est ça, nous sommes tous toute une famille. Donc, c'est ça surtout. Et si tu avais un conseil à donner à un jeune qui veut se lancer justement dans ce milieu-là, mais qui a certainement peur, parce que c'est vrai qu'au premier abord, ce milieu-là est très complexe, enfin, c'est un peu comme ça qu'on le voit, que c'est quelque chose de très complexe, de très compliqué, ou peut-être quelque chose qui est même réservé à certaines communautés, où on se sent peut-être pas légitime de se étant donné que nous sommes en Belgique. Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui est à tes débuts, où tu allais presque te lancer, mais qui hésite? Avoir courage, de se regarder dans les miroirs, de reconnaître ses compétences, mais aussi ses points aussi moins forts, aussi ses points aussi faibles. Et ce n'est pas grave. C'est important, étant qu'humain, d'embrasser aussi ses points faibles aussi, pour faire quelque chose avec. Surtout avoir le courage, ne jamais avoir honte, ne jamais avoir peur. Tu peux aussi hésiter, mais il faut continuer. C'est bon avoir le courage. Avoir le courage et surtout aussi être entouré aussi par des bonnes personnes aussi. Parce que tu es aussi un produit aussi
ta propre entourage aussi. Ton entourage, c'est aussi une fabrication aussi. Si tu ne fais pas aussi attention. Et surtout, de rêver aussi, d'aller aussi. Mais de se dire un jour, ces rêves doivent être aussi des réalités aussi. Donc, c'est surtout ça, et chercher aussi sa propre aussi, ambition aussi. Et de ne pas avoir peur. Et que si tu veux prendre le leadership, prendre aussi du charge aussi, il faut être prêt à recevoir les critiques. Donc, c'est ça, la part du jeu aussi. Donc, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Randy? Juste bonne chance dans tout ce que j'entreprends. Juste la chance. Oui. Ça va être difficile? C'est un milieu difficile? Oui, un milieu difficile, un milieu aussi complexe aussi. Parce que c'est surtout l'intérêt de l'homme qui joue là-bas un rôle. Et tu es entouré aussi par beaucoup de loups, donc il faut être surtout vigilant. Ton ami d'aujourd'hui peut être demain ton ennemi d'aujourd'hui peut être demain ton ami. C'est ça le monde politique. Oui, c'est ça. Les différences idéologiques peuvent être aussi des différences personnelles. Des différences personnelles peuvent être aussi des différences idéologiques. Donc, tu entends déjà que c'est... Donc, voilà. Donc, c'est ça. Donc, il faut avoir une certaine... pas seulement intelligence, mais aussi de la sagesse. Comment parler avec certaines personnes aussi, surtout avoir aussi de la patience aussi. De ne pas trop se laisser faire aussi par ses ambitions aussi, parce que ça risque d'être aveuglé aussi. Donc, c'est surtout ça, et surtout être réaliste, avoir les pieds sur terre aussi, et être prêt à tout aussi. Donc, c'est ça, et travailler aussi sur sa personnalité aussi, parce qu'il s'agit de ça aussi. Donc, aussi savoir mobiliser aussi toute une communauté aussi, avoir aussi cette... audace aussi, prendre des initiatives aussi audacieuses aussi. Et donc avoir, oui, cette forte personnalité pour encourager toute une communauté aussi. Donc c'est ça. Donc ça demande quand même beaucoup parce que c'est un monde compliqué. Donc, bon, on te souhaite bonne chance et je te remercie sincèrement pour ton intervention qui était super intéressante. Je pense que par tes dires, tu as décomplexifié un peu ce milieu-là, tu l'as rendu un peu plus simple avec ton histoire et surtout... c'est vrai que ce milieu-là, il y a beaucoup de... Comment dire, il y a un fossé qui se crée un peu avec ce milieu et nous, on a l'impression que c'est des gens qui sont un peu éloignés, qui sont un peu dans leur monde. Et par toi et par ton histoire, on voit juste que tu étais un jeune homme qui a grandi, qui est passé par plein de choses et qui s'est retrouvé là et qui aujourd'hui travaille dedans et qui a aussi beaucoup d'aspirations dans le futur pour le pays dans lequel tu travailles aujourd'hui, la Belgique, mais également pour ton pays d'origine qui est le Congo. Donc, merci beaucoup, Randy. Pas de problème. Merci beaucoup pour cette émission aussi. C'était aussi une petite révélation pour moi. Se regarder encore dans les miroirs. Donc, merci pour ça.